Bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé Intégrer la conduite du changement dans vos projets ERP. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions par écrit et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Peggy Champy. Oui, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je me présente, Peggy Champy. Je suis responsable pédagogique et puis de la conduite du changement chez Authentique. Depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les entreprises au changement de leurs outils informatiques. Et depuis 2002, tout spécifiquement dans la mise en place d'ERP. Donc, d'abord, j'ai travaillé sur SAP et depuis 2004, sur M3, anciennement Movex. Donc, mes missions au début concernaient principalement la rédaction des modes opératoires, des supports pédagogiques et l'animation des formations. Et au fur et à mesure des projets, j'ai élargi en fait mon champ d'action sur l'accompagnement plus global des équipes afin que la transition se passe le mieux possible. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est d'abord de partager avec vous notre expérience, vous expliquer ce qu'est la conduite du changement, notre méthodologie, et puis vous donner quelques exemples de nos réalisations. Donc, quand on parle de changement, de quoi parle-t-on en fait, Donc, le changement peut concerner une restructuration, une fusion de nouveaux marchés, une nouvelle culture d'entreprise, un nouveau outil de travail. Nous, ici, on va parler principalement de notre expérience dans l'implémentation ou la migration d'M3. Alors, le constat qu'on peut faire sur les projets, si le changement n'est pas accompagné, eh bien, d'abord, on a un questionnement, une incompréhension souvent des équipes. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas expliqué les enjeux, les objectifs de ce changement. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce projet, ce qui entraîne une résistance assez active de certaines personnes. Et on voit fleurir, après le démarrage, des solutions de contournement. On voit fleurir souvent des fichiers Excel pour contourner, où on n'utilise pas les bons champs, on ne renseigne pas forcément les bonnes données parce qu'on ne comprend pas pourquoi il faut renseigner telle ou telle donnée, voire même parfois on peut retourner à l'ancienne façon de faire. On a pu le constater, je vous parle d'expérience chez certains de nos clients qu'on a suivis sur plusieurs années. Et puis, parfois même, on arrive à des divisions au sein même de l'organisation parce qu'on va avoir des gens qui vont être proactifs dans le changement, qui ont vraiment envie d'améliorer les procédures, qui ont vraiment envie de changer, et ceux qui sont restés à la traîne, j'allais dire, et qui n'ont pas voulu passer ce cap du changement. Et donc, ça crée une division au sein de l'organisation, et tout ça entraîne évidemment une diminution de la productivité. Donc, le changement devient impossible, finalement, par le manque de soutien dans l'ensemble de l'organisation. En revanche, si le changement est accompagné, eh bien, on a une meilleure compréhension des objectifs de ce changement et donc une meilleure adhésion et une résistance qui va être de ce fait maîtrisée. Et la solution, elle va être acceptée, utilisée et mieux utilisée en tout cas. On va retrouver un élan et une cohésion au sein de l'organisation, ce qui entraîne un changement moins douloureux pour tous. Et du coup, ça rend le changement possible par cette adhésion et cette implication de l'ensemble de l'organisation. Alors, les mécanismes, pourquoi parfois on n'accompagne pas assez les équipes? Parce qu'on a un souhait un peu inconscient qui est de dire les utilisateurs ils vont s'adapter. Il suffit de les former, on va bien les former, bien leur expliquer comment ça marche, et puis hop, tout va bien fonctionner, les nouvelles procédures, les méthodes de travail seront appliquées dès le démarrage. Et je le vois régulièrement dans les formations, on voit des gens qui arrivent en formation et qui ne savent absolument pas, qui découvrent au moment de la formation, qui vont avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler, voire des choses qu'ils faisaient avant qu'ils ne vont plus faire demain. Et tout ça, ça crée quand même beaucoup de stress. Voilà, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Le changement implique une adaptation et donc du stress auprès des utilisateurs. Et c'est un processus qui est long en plusieurs étapes. Donc, pourquoi on a cette résistance au changement? Pour quelles raisons?
Tout d'abord, c'est l'intérêt de sa paroisse, c'est-à-dire que naturellement, on voit d'abord son propre intérêt, on regarde ce qui va changer pour nous, ce que ça va occasionner avant de voir l'intérêt pour l'ensemble de la société. Les émotions parce que l'être humain a besoin de constance et une prédisposition pour les habitudes. Donc, on a vraiment l'importance de sentiment de sécurité, de stabilité dans le travail, comme dans la vie d'ailleurs en général. Donc, pour ça, on met en place des routines. On rentre dans une zone de confort et quand on change ses habitudes, on sort de cette zone et ça génère du stress. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir faire. Alors, évidemment, ces sentiments-là, ils vont varier d'un être à un autre. Hein. Certains sont plus enclins à changer, ont plus de facilité et d'autres moins. Une autre raison, c'est les malentendus. Quand j'ai malentendus, souvent, c'est les bruits de couloir. Qu'est-ce qui se passe dans un projet? Les projets de mise en place d'un nouvel ERP ou d'une migration prennent plusieurs mois, voire plus d'une année. Et donc, dans la société, on voit les key users qui parlent entre eux ou qui parlent avec leurs équipes, qui disent « Oh là là, c'est difficile, on passe beaucoup de temps, on n'y arrive pas » ou ça nous demande beaucoup de temps, c'est compliqué. Voilà, on entend tous ces bruits de couloir, on va dire, et les gens interprètent souvent comme quoi l'outil il est compliqué, ça marche pas, et on va changer mais on ne sait pas pourquoi, etc. Donc une mauvaise compréhension et donc une mauvaise adhésion à ce changement. On peut avoir aussi une différence de perception entre la vision de la direction, hein, de la stratégie de changement, si on l'a mal expliqué, et de comment les gens interprètent cette volonté de changement. Voilà, ce sont les principales raisons de la résistance au changement. Donc, les situations récurrentes qu'on rencontre, c'est que les personnes ne comprennent pas le changement. Elles pensent qu'elles vont perdre une chose importante, qu'on ne sont pas d'accord avec le changement et les arguments. Elles ne font pas confiance aux dirigeants, aux managers. Souvent, si on ne communique pas, si on n'est pas transparent dans la conduite d'un projet, les gens n'ont pas confiance. Ils ne savent pas ce qui se passe, donc ils ne comprennent pas et donc ils n'ont pas confiance. Il faut mettre en place une transparence par rapport au projet, c'est-à-dire communiquer tout au long du projet sur les objectifs, les enjeux, où est-ce qu'on en est, comment ça va se dérouler, quelles sont les grandes étapes, y compris si on rencontre des difficultés, si on décide de décaler un démarrage, par exemple, il faut en informer aussi les équipes, leur expliquer pourquoi on décale. Et tout ça, ça permet de mettre en confiance toutes les équipes. Et puis, certaines personnes, comme je le disais juste avant, sont tout simplement mal à l'aise avec le changement. Et enfin, le fait de ne pas avoir assez de temps pour s'adapter au changement. Ça, c'est vraiment une notion importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour expliquer aux gens que leur façon de travailler va changer. Il faut qu'ils aient le temps de s'y préparer psychologiquement, de se dire, voilà, effectivement, aujourd'hui, je faisais comme ça, demain, je vais faire autrement. Et il faut aussi mettre en avant les points positifs, justement, de ce changement. Il y a toujours des côtés positifs. Des fois, on perd sur certaines choses, ça peut arriver, mais souvent, on gagne. Si on change d'outil, c'est pour gagner. Donc, il faut leur expliquer, leur laisser le temps de s'adapter. Le changement, c'est comparé à une courbe, hein, c'est comme la courbe du deuil, avec certaines étapes. On y passe tous. On va rester plus ou moins longtemps dans certaines phases selon notre tempérament. Dans tous les cas, on a cette phase-là d'adaptation et de deuil, du coup, de notre ancienne façon de faire. Moi-même, hein, je suis la première, hein, quand sur mon téléphone, il y a une application qui change d'ergonomie, souvent, mon premier réflexe, c'est de me dire « Oh mince, ils vont encore changer, je ne sais plus où je dois cliquer. » Voilà, ça m'agace. Et après, je me raisonne, mais il n'empêche que le premier réflexe, c'est quand même de se dire « Mince, pourquoi ils ont changé ?» Ça me bouscule dans mes habitudes. Donc, nos convictions à nous, c'est que la conduite du changement, elle doit commencer dès le début du projet et pas attendre seulement la phase de formation. On doit avoir un engagement et un soutien fort de la direction tout au long du projet.
y compris dans la communication qui sera donnée aux équipes. Il faut impliquer, il faut embarquer les équipes terrain dès le début du projet, les faire participer selon plein de façons différentes, j'en parlerai juste après, et tenir justement en compte, prendre en compte toutes ces émotions il faut des équipes. Il y a des gens qui vont être en grand stress, des gens qui vont être vraiment réfractaires, et bien on est obligé d'en tenir compte. Et donc, tout ça fait en sorte qu'on va construire une confiance autour du projet et c'est vraiment la clé de la réussite d'un projet. Donc, notre méthodologie à nous, c'est d'intégrer dans notre méthodologie globale de projet la conduite du changement. Cette démarche vraiment s'inscrit dans la raison d'être même d'Authentic qui accompagne les utilisateurs métiers tout au long de la vie de leur système d'information. Le responsable du changement, chez nous, donc c'est moi en l'occurrence, travaille en étroite collaboration avec les directeurs de projet Authentic et avec le client tout au long du projet et en binôme avec le responsable du changement du client. Alors, responsable du changement, il n'y a pas forcément effectivement chez le client à la base un responsable du changement, évidemment, mais on doit avoir une personne en miroir, on va dire, chez le client qui va porter ce changement, qui va coordonner toutes les activités à mettre en place autour du changement. Donc, ça peut être une personne des ressources humaines, ça peut être le sponsor, le directeur de projet. Ça dépend vraiment de l'organisation de la société et de la taille du projet aussi. Donc, quel est le rôle en fait du responsable du changement donc chez Authentic? C'est d'interagir avec tous les acteurs du projet. Donc, les acteurs du projet interne Authentic, mais aussi les acteurs du projet chez le client. On participe au comité de pilotage. Ça nous permet, en y participant, de prendre de la hauteur par rapport au projet et de sentir, de voir les points un peu de friction à l'intérieur du projet et d'essayer d'en tirer des actions à mener auprès des équipes. Parce que quand on parle d'accompagner le changement, ce n'est pas seulement accompagner les utilisateurs finaux, mais d'accompagner tout le monde. C'est-à-dire que sur un projet, on va définir des utilisateurs clés, des key users. Même eux aussi subissent ce changement. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le projet dès le départ qu'ils n'ont pas aussi cette phase d'adaptation et cette phase de résistance au changement qui se met en place. Donc, on est là aussi pour accompagner l'ensemble des équipes, y compris les key users, les managers, voire même la direction. On répertorie aussi les impacts, donc les impacts métiers, organisationnels. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très importante à faire quand on met en place des nouveaux processus, c'est d'essayer d'identifier à chaque processus, est-ce qu'il y a des impacts dans la façon de travailler ou des impacts organisationnels, dans le sens, est-ce que c'est toujours la même personne qui va continuer à faire cette action-là ou est-ce qu'il y a un changement? C'est très important de répertorier ces impacts. Parce que du coup, derrière, de mettre des actions en place d'information, de formation, faire monter certains utilisateurs finaux sur les plateaux de test, etc. On définit, on met en œuvre les moyens donc, les plus efficaces pour embarquer toutes les équipes et les encourager à adhérer au projet. Et on travaille à la création d'un courant positif d'opinion interne autour du projet. Donc ça, pour répondre justement à tous les malentendus qu'il peut y avoir autour du projet. Et pareil, aide à développer la solidarité et l'efficacité au sein même de l'équipe projet, que ce soit l'équipe projet interne ou l'équipe de projet Authentic et la relation entre les deux équipes. Et puis, on conçoit ou on conseille, ça dépend là des projets, de comment ça a été déterminé avec le client, sur le plan de formation, comment le mettre en œuvre, comment construire les parcours de formation et toute l'ingénierie pédagogique qui va derrière, les modes opératoires, les supports de formation, les procédures, etc. Donc ça, c'est un schéma, en fait, un peu, on essaie de schématiser notre méthodologie. Donc, qui s'étale en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de l'appropriation du contexte.
Donc, dès le démarrage du projet, moi, j'interviens auprès des équipes du projet, donc directeur de projet, la direction, les ressources humaines, pour faire une enquête sur le contexte de la société. Alors, le contexte, c'est déjà essayer de bien comprendre les objectifs et les enjeux de la mise en place de ce nouvel ORP ou de la migration. C'est de voir quelle est la population. Est-ce que c'est une population jeune, ou au contraire des gens qui sont là depuis longtemps? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ou pas? Est-ce qu'il y a des intérimaires? De répertorier les canaux de communication. Est-ce que c'est une société qui a l'habitude de communiquer les managers directement dans leur service avec des réunions régulières, ou est-ce qu'on communique par mail? Est-ce qu'on a un intranet? Est-ce qu'on a des campagnes d'affichage? Ça dépend vraiment de la taille et de la culture de l'entreprise. Donc, c'est très important déjà de s'approprier le contexte. On ne va pas arriver, on n'a pas une méthodologie toute faite, un plan d'action qu'on arrive et qu'on déploie dans chaque société. Ça ne fonctionne pas. Là, on touche vraiment à l'humain. Et donc, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la société avant de pouvoir mettre en place quoi que ce soit comme plan de communication et d'accompagnement. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on commence l'analyse d'impact. Donc là, c'est un travail à faire avec, souvent donc avec les key users, les utilisateurs clés ou les responsables de domaine, d'essayer d'identifier pour chaque processus, comme je le disais tout à l'heure, chaque processus, quels vont être les impacts métiers et organisationnels. Et puis, on mesure aussi l'impact humain en mettant en place un baromètre. Alors, c'est une des idées, mais c'est vrai que c'est celle qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on met en place au tout début du projet, on fait une espèce de photo au début du projet pour savoir quel est le niveau d'information, de compréhension, d'adhésion et de participation de toutes les équipes. Donc, on envoie, c'est un questionnaire, tout simplement, à l'ensemble de la société. Et ça, donc on le fait au début du projet, puis on le fait tous les 2-3 mois, ça dépend un peu du rythme du projet, pour voir effectivement comment on évolue. C'est-à-dire est-ce que le niveau d'information il augmente, est-ce que la compréhension augmente, etc. Donc ça, c'est des premières actions qu'on fait donc sur un projet et qui vont s'étaler bien sûr tout le long du projet, que ce soit l'analyse d'impact, puisqu'il y a des processus qu'on met en place au début, on va les modifier, donc à chaque fois, il faut réanalyser les impacts derrière. Et donc, cette appropriation du contexte, ces analyses d'impact et ce baromètre vont nous permettre de mettre en place des actions de communication. Donc, les actions de communication, elles sont portées souvent par les managers des équipes. Alors ça dépend aussi de l'organisation de la société, mais nous, on encourage à ce que ce soit les managers qui portent ces actions de communication. Nous, on est là simplement pour les aider, c'est-à-dire à construire leur discours, à les encourager à le faire, parce que souvent, on a la tête dans le guidon, j'allais dire, on est dans le projet, on pense à nos ateliers, les ateliers qu'on doit mener, les tests qu'on doit mener, et on oublie un peu la phase de communiquer au fur et à mesure à nos équipes. Donc, on met un plan d'accompagnement en place avec des actions de communication qui sont définies à des dates, enfin un planning, on va dire, de communication. Et puis, selon l'organisation, la taille de l'entreprise, on peut mettre en place aussi des actions participatives, c'est-à-dire là, on peut organiser des petits déjeuners, voilà, des actions où à faire participer les gens et pas seulement une communication descendante. Et puis, on arrive à la phase de préparation au lancement ici. Donc, dans cette phase-là de préparation au lancement, on est là dans la rédaction des supports de formation, des procédures, des modes opératoires. Donc là, selon les cas, soit nous, on peut s'en charger, soit on accompagne nos clients dans la rédaction de ces supports et de monter le plan de formation pour avoir des parcours pédagogiques qui correspondent vraiment au métier des personnes qui vont être formées et pas seulement les former à un module, mais bien prendre en compte l'ensemble du système pour qu'ils comprennent leur place au milieu du système complet. Et puis enfin, on a la phase de lancement et sur cette phase-là, on peut aussi
accompagner les utilisateurs au démarrage, tout simplement. Voilà les grandes phases de notre méthodologie. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de nos réalisations qui sont un petit peu plus concrets. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? Souvent, on réalise des kits de communication, c'est-à-dire qu'on prépare des présentations ou des supports qui vont aider les managers à communiquer auprès de leurs équipes, avec les messages clés, les objectifs, les enjeux, etc. On forme aussi l'équipe projet à la conduite du changement, c'est-à-dire souvent les managers, on les forme à comment réagir par rapport justement à la résistance de leurs équipes, comment les accompagner. Donc, on s'occupe aussi de la réalisation et diffusion des baromètres, la co-construction des plans d'accompagnement, toujours avec les équipes terrain, la communication interne, l'animation et suivi des ateliers d'identification des changements. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être complètement faites en interne ou on peut, nous, animer ces ateliers d'identification des changements. On a plusieurs façons de l'animer. Soit on va répertorier tous ces impacts-là au moment des tests, où chaque user qui teste, chaque processus va venir identifier ces changements-là. Ou on peut carrément faire des ateliers, ça dépend du temps qu'on a, de l'organisation. Encore une fois, je dis bien, il n'y a pas de recette miracle et toute faite, on s'adapte à chaque organisation. Des ateliers, on anime des ateliers où on va rassembler justement plusieurs domaines et essayer de prendre des flux entiers et de se dire, voilà, demain, comment ça va se passer quand je vais créer une commande client, qu'est-ce qui se passe derrière, qui est-ce qui va intervenir, est-ce que c'est nouveau par rapport à avant, sur quoi il faut qu'on insiste pour que ça se passe mieux pour les gens, etc. On fait aussi de l'assistance à la conception des plans de test. Là, récemment, j'ai fait pour un de nos clients. Les key users étaient un peu démunis par rapport à la conception de ces plans de test. Donc, du coup, je les accompagne dans la conception et aussi dans la phase test parce que dans les premiers tests unitaires que les personnes vont faire, si c'est l'implémentation d'un nouveau de M3, ils ne connaissent absolument pas M3, eh bien, il faut les aider pédagogiquement à utiliser l'outil et à réaliser les tests. Ça fait partie aussi de la conduite du changement, cette phase-là. Et puis, un autre exemple de ce qu'on a mis en place chez un autre client, c'est la mise en place d'afterwork d'entraînement. Donc, c'est une société qui fait de la distribution de pièces automobiles, mais aussi pour les particuliers. Donc, ils ont des magasins et on avait conçu cette idée-là avec l'équipe projet de fermer les magasins 1 heure plus tôt, 15 jours avant le démarrage, un jour dans la semaine, et puis de s'entraîner un peu en direct, c'est-à-dire que certains jouaient le rôle des clients et les autres jouaient le rôle des vendeurs et de simuler des flux en réel pour se préparer au mieux au démarrage. Et bien sûr, on s'occupe de la création de documentation et de supports de formation. Voilà, ça c'est des activités principales qu'on réalise lors de notre accompagnement. Voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on a pu réaliser, une affiche baromètre. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait un baromètre en début de projet pour mesurer l'adoption au changement, le taux d'information, de compréhension, d'adhésion, de participation, le baromètre émotionnel, donc savoir comment les gens se sentent par rapport au projet, est-ce qu'ils sont neutres, sereins, enthousiastes, etc. Et donc, une fois qu'on a fait ce baromètre, bien évidemment, c'est pas seulement pour nous, il faut le diffuser auprès des équipes. Donc, on avait décidé avec le client de faire une petite affiche que les managers ont présentée à leurs équipes et puis qu'on a affiché aussi au coin, à la machine à café. Voilà. Et puis, je tenais aussi à vous donner quelques exemples de documentation et d'animation de formation qu'on a pu faire chez des clients pour que vous vous rendiez compte un peu de la volumétrie. Donc, un exemple d'une migration M3 où on avait à peu près 300 utilisateurs.
On a rédigé 130 modes opératoires en français et en anglais. On a construit 13 parcours pédagogiques pour coller au mieux aux activités en fait, des utilisateurs finaux. Et on a animé 50 jours de formation. Donc ça, c'est des tâches qui nous avaient été complètement déléguées, bien qu'on ait co-construit, évidemment, toujours, on construit toujours avec nos clients. Mais ça vous donne un petit peu la volumétrie des tâches à réaliser quand on parle de documentation et de formation. Pour une implantation M3, donc 125 utilisateurs, on va voir qu'on a à peu près la même proportion. Donc, on a rédigé 127 modes opératoires, on a conçu aussi 13 modules de formation et on a animé 51 jours de formation. Et puis, un autre exemple un peu plus petit, pour une migration M3 là, qui concernait que 45 utilisateurs, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des plus petits projets. Donc là, on a rédigé 37 modes opératoires, conçu 3 modules de formation et ça a représenté 22 jours de formation. Voilà. Bon, une demi-heure pour parler de la conduite du changement, c'est très court, mais voilà, j'espère que avec voilà, toute cette présentation, ça vous donne une idée de ce qu'est la conduite du changement, de comment nous, on la voit, comment on essaye de l'intégrer à notre méthodologie de conduite de projet. Voilà, je ne sais pas si Julie, s'il y a eu des questions pendant Oui, l'intervention. merci beaucoup Peggy. Effectivement, on a eu une question pendant la présentation. Alors, je te la lis telle quelle. Vous dites qu'on peut décaler pour mieux préparer les utilisateurs ou adresser les questions qu'ils ont, mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre la confiance dans le projet si on fait trop tarder le projet avec des retards? Alors oui, alors peut-être que je me suis mal exprimée. Quand j'ai parlé de décalage, c'était pas, je voulais pas dire qu'on décalait pour mieux préparer les utilisateurs. Je dis qu'on a parfois, sur un projet, on est parfois obligé de décaler parce qu'on a pris du retard dans les tests, dans le paramétrage. Donc, ça arrive qu'un démarrage soit décalé. Parfois, on n'a pas le choix. Ceci dit, on pourrait aussi décaler si on n'a pas eu le temps de faire les formations parce qu'on arrive en bout de chaîne. On ne peut pas faire les formations, on ne peut pas former les gens tant que le système n'est pas prêt. Donc, c'est sûr que si on n'a pas eu le temps de former les gens, on va être obligé de décaler. Alors, c'est sûr qu'on peut perdre la confiance des gens si on décale. Mais parfois, on est obligé de le faire. Donc, si ça arrive, justement, pour ne pas perdre leur confiance, il faut les prévenir le plus tôt possible et leur expliquer pourquoi. Tout le monde a le droit de prendre du retard. D'abord, on le sait tous, quand on fait des chantiers chez nous avec les artisans ou autres, on peut avoir des surprises. C'est pareil, quand on met en place un ERP, on peut avoir des surprises. On peut avoir des tests qui ne fonctionnent pas, être obligé de retravailler dessus, de se mettre d'accord entre différentes parties. Donc, si c'est bien l'expliquer, non, on ne perd pas la confiance. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire 3 à 4 décalages, parce que là, effectivement, on va perdre la confiance de tout le monde, y compris des équipes projet. J'espère avoir répondu à la question. Je crois qu'il y a une autre question, non, il me semble, Julie? Alors, oui, tout de suite qui vient d'arriver. Alors, quid de la conduite du changement au niveau direction? Comment réussir à engager sa direction à prendre les bonnes décisions de manière rapide et efficace? Alors ça, c'est vrai que ce n'est pas une chose facile, parce qu'il faut qu'en fait, la direction, faut qu'elle soit moteur dès le départ, en fait. Le changement, il est quand même décidé a priori par la direction. La mise en place d'un ERP ou la migration, c'est quand même un gros projet qui engage quand même financièrement l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait une implication de la direction. Et ça, c'est vrai que nous, en tout cas, en avant-projet, on insiste énormément pour impliquer la direction, pour qu'elle soit présente au comité de pilotage, certes, mais pas que. Moi, en tout cas, je les incite beaucoup j'essaye de les faire participer à la communication. J'ai parlé des managers, mais il faut aussi que la direction communique auprès des équipes, communique auprès des managers et soit réactif. Alors après, ça, c'est sûr que c'est pas évident parce que ça doit être quand même une volonté de la direction. On a malheureusement peu de prise, nous, sur la direction, si ce n'est de les mettre en garde régulièrement
et de les faire participer le plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, non, pour l'instant, c'est tout. Donc, je pense qu'on peut conclure. Bien, je vous remercie tous d'avoir été présents à ce webinaire. Je reste à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger avec moi directement. Vous avez mon adresse mail là qui s'affiche et que vous aurez dans la présentation. Je vous remercie à tous et puis merci Julie. Merci et puis, Peggy. bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir.